promenade avec moi. Et dans la promenade, il me décrivait comment vivait à son temple. Et il dit, entre l'autre, je suis resté pour une question. Un jour, il m'a dit, j'avais acheté un chapeau de pellicce. De fourrure, neuf, très beau. Et j'allais tout heureux. Et j'allais à la synagogue, à ma synagogue. Et dans le chemin, je rencontre un chrétien qui me dit, qui me donne un gifle, qui me fait voler le chapeau dans le fango. Et alors, il dit Freud, le petit Freud, il dit, et tu, qui as fait? Je devais aller à la synagogue, alors je suis allé là, dans le fango, et j'ai repris mon chapeau. Je pense que la médiation symbolique entre le chrétien, qui dans ce cas c'est le père réel, et le père symbolique Freud, le père Jacob Freud, c'est d'en passer aussi dans un conte quelque chose de la castration symbolique à son fils. Il a préféré récupérer son chapeau pour pouvoir aller à la synagogue pour suivre avec eux, qu'il laissait là-bas. Dans l'exemple que je porte, il n'est pas possible. La petite louche reste là. C'est un objet perdu. C'est réel dans ce sens-là. Ça, c'est au moment, je peux dire. On va peut-être arrêter là le débat pour le moment. Dis un mot sur le corps quand même, parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis. Je pense que je vais en dire peut-être quelque chose après, parce qu'autrement on a déjà retardé. Voilà, donc on laisse la place. Bon, je voulais dire une toute petite chose à Sergio. C'est allumé, oui. Non, car il a fait une petite réunion avec mon intervention et la sienne, donc je le remercie. Oui, sur la fonction de la castration comme le manque d'un objet symbolique, l'ascension d'un manque d'un objet symbolique, et que dans le paradigme proposé, et c'est vraiment le plus symbolique possible, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une nomination. Et cette nomination de la luge, qui Bazin justement remarquait, s'était répétée à fleur de lèvres chaque fois que le protagoniste arrivait à perdre quelque chose. Donc c'était vraiment le signifiant de la castration. Et se relie à cette luge. Donc, j'ai apprécié que tu as mis en rapport la castration avec la question de l'objet A. Et cet objet A, c'était vraiment l'incarnation de l'objet perdu, car tu as fait la référence au fait que le véritable clivage d'Orson Welles, justement dans sa partie du scénario. Et, le clivage a commencé dès que le parrain est intervenu avec sa loi arbitraire. Donc, l'objet antécédent, on peut dire qu'il était bien sûr encore là, perdait de valeur. Et cette perte de valeur qui aurait signifié la castration, c'était justement car je suppose cette luge, c'était un cadeau de son père véritable. On peut l'imaginer, oui. Donc, c'est la question encore du père qui donne. C'est un peu la fonction que
que Freud donne au père symbolique dans le cas de Dora. Et ce don du père perdu, c'est le père perdu, car il y a évidemment une métaphore. Et donc, dans le moment de sa mort, tu as souligné, quand il vient à perdre soi-même, son propre corps, c'est le père mort. Oui, qui revient dans le nom de l'objet donné. Oui, voilà. Thomas se livre mieux de ce que je fais. Merci. Merci à toi. Alors, je remercie beaucoup Tamara Landau pour avoir organisé cette journée de travail. C'est un véritable plaisir pour moi parce que ça m'a donné l'occasion finalement de lire attentivement son travail, ce que j'avais pas eu vraiment la possibilité de faire avant, et aussi de commencer à entrer un peu dans sa théorisation de cette question cruciale de l'enclave, que je dois dire que, et bien évidemment, on a été déjà théorisée, mais à laquelle, il me semble, elle apporte des éléments nouveaux. Et voilà, donc je suis contente, si vous voulez, d'intervenir à l'intérieur de cette occasion de conceptualisation. Tamara explique que l'enclave désigne un territoire bien délimité, enfermé dans un autre territoire. Or, si on regarde le dictionnaire, il s'agit d'un territoire complètement enfermé dans les frontières d'un État différent de celui auquel il appartient politiquement et linguistiquement. On peut dire, par exemple, que Campione est une enclave italienne dans un territoire suisse. Alors, pour moi, cet élément, c'est très important parce qu'il indique une différence dans l'inclusion. Il ne s'agit pas de symbiose pure. Il s'agit d'une différence dans l'inclusion. Toutefois, la question qui reste ouverte, c'est celle de comment ouvrir cette inclusion. Alors que les fantasmes qui la représentent indiquent, comme l'écrit Tamara, le sentiment de ne pas être encore né, car dans leurs fantasmes, les patients, la naissance ne peut que les conduire inexorablement sous terre vers les ténèbres de la mort. Alors, moi, je me suis un peu interrogée sur cette question du fantasme de la naissance, et je me suis demandé dans quelle mesure le fantasme de la naissance n'est pas seulement quelque chose qui appartient à ce genre de patients-là, ne peut pas être vu aussi comme un élément qui concerne tout patient à l'intérieur de leur trajectoire de cure, au moment justement où ce qu'il s'agit de produire dans la cure, c'est l'événement subjectif et donc le sujet divisé. C'est-à-dire, je me suis posé la question dans quelle mesure ces fantasmes viennent un peu à la place de la rencontre du sujet divisé. Alors, pour cela, je veux remercier beaucoup Sergio Caruso pour comment je pourrais dire, le très beau résumé de toute cette partie de la pensée anglo-saxonne qu'il nous vient d'offrir. Je pense que c'est très intéressant parce que d'un certain point de vue, à la fois fait référence, donne certaines références au discours de Tamara, comme cadre de fond, références qu'elle-même peut aussi développer. Mais aussi me faisait penser, pendant que je réécoutais, évidemment, moi, je vis dans un endroit où on parle beaucoup de la psychanalyse anglo-saxonne, donc je baigne un peu là-dedans, parce que je vis à New York. Donc, je pensais, en réécoutant cela, comme vous disiez avant, la question, c'est de comment rompere le scatole, de comment on dit en français rompere le scatole?
Casser les couilles. C'est casser les couilles, textuellement. Parce que, au fond, aussi dans toute cette théorisation de Meltzer, et aussi dans toute une série sûrement pas Maté Blanco, mais Meltzer, etc., il y a tout comment je pourrais dire, un emphasis sur des fantasmes. C'est-à-dire, on baigne dans la théorisation d'un analyste de certaines figures imaginaires. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est un déploiement de certaines figures imaginaires qui sont un peu le résultat du travail transférentien sur l'analyste. Moi, je le sens un peu comme ça. Alors, il me semble que la question que nous nous posons en tant qu'analystes, c'est justement de comment casser. C'est-à-dire, quand on parle de naissance, il me semble que la question que nous posons aussi, c'est qu'est-ce que c'est la relation existante entre certains fantasmes de naissance et l'émergence du sujet, qui me semble que sont deux choses radicalement différentes. Je pense que là, il y a une contribution énorme de Lacan dans la relecture de Freud pour définir une notion du sujet qui se différencie en partie par le discours, je disais, object relation et kleinien aussi. Alors, c'est pour cela qu'il m'est venu l'envie c'est-à-dire en t'écoutant sur la question de l'enclave, c'est-à-dire différence dans l'inclusion. Donc, déjà, ça implique quelque chose qui n'est plus seulement de l'ordre de l'imaginaire, parce qu'il y a déjà un trait du symbolique dans les dents. Il m'est venu l'envie non pas tellement de parler dès l'origine, mais d'essayer comment je pourrais dire, je me suis posé la question, comment peut-on penser le territoire de l'événement subjectif? Donc, je vous propose là des réflexions qui ne sont pas du tout figées, terminées pour moi, elles sont in progress. Donc, vous me suivez dans ma réflexion, si vous pouvez. Alors, d'abord, je voudrais dire que ce qui m'intéresse quand je parle de la question du sujet, c'est justement de ne pas aborder la question de l'origine temporelle de cet événement. De ne pas aborder la question de l'origine temporelle. Parce que je m'aperçois que je continue à nourrir une certaine diffidence à l'égard de la question de l'origine. Sûrement pas parce que les mythes de l'origine soient dépourvus d'une valeur fonctionnelle, mais bien sûr que les mythes de l'origine ont une très grande valeur fonctionnelle, comme le démontrent justement les Urfantasien, les fantasies primaires de Freud, ou les théories sexuelles infantiles. Mais si j'ai une certaine comme ça, méfiance, c'est parce que la réflexion sur l'origine continue à exprimer, on pourrait dire malgré elle, une concession de la temporalité particulière qui est caractéristique de notre pensée, c'est-à-dire de la pensée de la philosophie occidentale, l'idée d'abord d'un durant et d'un après, qui est fondée sur une assimilation de l'idée de changement et de mouvement. Le temps aristotélique, comme nous le savons très bien, est conçu comme une grandeur continue divisible qui est représentée d'une façon spatialisée suivant la trajectoire d'un mobile qui se déplace d'un point à l'autre. Si ce n'est que cette conception comporte l'idée d'un point de départ et d'un point d'arrivée, l'idée problématique d'un télos, d'un fin, ainsi que l'idée d'un substrat, de ce qui est sous-jacent, d'un upokeimenon, et qui reste le même au cours de ces transformations. D'où l'idée, par exemple, d'un sujet comme entité qui resterait
le même au-delà de ces manifestations ou l'idée philosophique de la substantialisation de l'être. Alors, évidemment, la notion du sujet divisé en psychanalyse n'a rien à voir avec cette concession. Et s'il est vrai que le sujet de la psychanalyse est le sujet de la science, il est aussi vrai qu'il a fallu la psychanalyse pour conceptualiser une idée du sujet inédite dans la pensée occidentale et qui, à mon sens, va de pair avec une nouvelle conceptualisation de la relation espace-temps, qui va aussi de pair avec les nouvelles découvertes de la physique. La psychanalyse ne touche à l'être qu'à le faire naître de la faille qui produit le temps de se dire. Ce qui souligne bien que la position analytique est en opposition radicale avec toute substantialisation de l'être. Dire a quelque chose à faire avec le temps, dit Lacan. Précisément. On pourrait dire que c'est le temps posé par le langage, comme dit Bergson. Il faut en effet sortir de l'indo-européenne et devenir philologue au sens nietzschéen du terme si l'on veut sortir de notre vision codification du temps. Si depuis le grec nous distinguons et opposons passé, futur et présent, c'est parce que nos langues sont conjugables. Et par la constatation que le temps ne se tend que dans la langue, saint Augustin a montré que l'impossibilité de décoller langue et temps constitue en effet un handicap de la pensée. Lacan observe que l'acte de dire instaure le temps du sujet sur un fond d'intemporalité. Alors, dans ce cadre, comment penser le territoire où s'exprime l'événement subjectif, au-delà, on pourrait dire, d'une idée d'origine et de fin, comment penser ou représenter le territoire de la faille qui produit le temps de se dire? C'est une entreprise peut-être impossible, et peut-être, bon, ça va nulle part, mais des idées me sont venues. Mais avant de vous dire ce qui m'est venu à l'esprit, je veux reprendre des coordonnées des bases pour savoir un peu où on bouge. Bon, coordonnées des bases. Nous savons qu'en percevant le cri du bébé comme un appel, c'est la mère, l'adulte ou quelqu'un qui... la personne qui en tient lieu, qui attribue un caractère signifiant à ce cri. Dans la mesure donc où l'autre parental entend l'expression sonore du bébé comme une demande, cette perception attribue une signification subjective au cri, mais cela, c'est à partir de l'interprétation du signifiant de l'adulte. Donc, comme nous le savons, le sujet appelé à devenir à partir du lieu de l'autre, et il se manifeste en tant que fait de la relation entre signifiants. Lacan dit, le sujet apparaît d'abord dans l'autre en tant que le premier signifiant, le signifiant unaire, surgit au champ de l'autre et qui représente le sujet pour un autre signifiant. Lequel autre signifiant a pour effet l'aphanisis du sujet, la division du sujet. Lorsque le sujet apparaît quelque part comme sens, ailleurs il se manifeste comme fading, comme disparition. Nous savons aussi que, confronté à la coupure signifiant, le sujet trouve son soutien dans l'objet qu'il tire de sa propre substance, pour revenir à ce qu'on disait à propos de l'objet A. Donc, produit de l'opération d'aliénation et de séparation du champ de l'autre, l'objet A est, on pourrait dire, au centre des combinaisons logiques entre sujet et autre, suivant les versants de la demande et du désir.
la réponse à la question du désir de l'autre, dont dépend le désir du sujet, institue le fantasme comme modalité de relation au monde et comme écran face au réel. Alors, on peut observer, et là on vient à ce qui m'intéresse dans ce moment, que si le fantasme a lieu, le sujet a déjà tracé la scène dans laquelle il déploie son rapport au monde, a disposé la grille grâce à laquelle il canalise la pulsion. La fonction de l'objet dans l'économie pulsionnelle dépend de la relation à l'autre. L'appareil pulsionnel a une structure logique et non évolutive. Point très important, par exemple, de différenciation avec les conceptualisations évolutives de la pensée kleinienne ou anglo-saxonne. Les pulsions partielles ne s'articulent pas sur la base d'une succession historique, mais bien à partir de l'intervention de l'autre. L'espace psychique se déploie à partir d'une articulation signifiante qui produit tant le sujet que le corps érogène. Alors, dans le passé, j'ai un peu travaillé la question de la vocalisation de l'enfant et je suis arrivée à la conclusion que parmi ces vocalisations, l'enfant expérimente et organise sa relation au monde. J'ai défini la vocalisation, mais cette particulière relation au monde, comme une forme d'activité créatrice qui anticipe logiquement le geste dans un moment où l'enfant n'a pas encore la maîtrise du corps. Donc, l'expérimentation vocale se déploie dans le champ de la langue maternelle et fait, je dirais, de l'exercice de la langue le territoire d'un tâter et se méprendre qui noue le sujet du désir à la langue et provoque toutes sortes d'effets qui restent énigmatiques. Lacan dit, si on peut dire que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est en ceci que les effets de la langue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de tout ce que l'être qui parle est susceptible d'énoncer. Donc je dirais que la langue, tout attaché, lacanien, est fait d'actes-paroles, d'actes qui répondent et structurent la relation du sujet au monde dans le champ de l'autre. Donc je conclus ce petit résumé théorique sur ce point. Si le temps est posé par le langage et l'espace est structuré comme un langage, l'acte de parole instaure les coordonnées spatio-temporelles de la scène subjective. Dans ce territoire, le sujet peut avoir lieu. Mais le territoire est une extension de la libido. La libido humaine est structurée par l'intermédiaire, comme on vient de l'entendre, par exemple par rapport à la question de l'intervention du père symbolique et du père réel. La libido humaine est structurée par l'intermédiaire de coupures et d'ouvertures, d'espaces vides. Le langage, en se déployant, érige portes et fenêtres. Et je vais ajouter aussi des balustrades. En effet, j'avais dit, quand Tamara m'a demandé mais qu'est-ce que c'est que le titre de ton présentation, alors je dis je parlerai de l'espace, elle l'a mis autour de l'espace, et puis je lui ai dit, mais en effet, moi, je voudrais parler de balustrade. Et alors, elle était restée un peu étonnée, alors je viens dans la balustrade. Alors, je me suis demandé, j'aime beaucoup travailler la façon dont les êtres humains organisent leurs espaces, les espaces qui habitent. Et je me suis demandé quel élément architectonique pouvait évoquer ou métamoriser la relation d'aliénation et séparation qui est propre à l'apparition du sujet à partir du champ de l'autre. Le mot temple, tempio, vient du latin templum, qui dérive de l'ancien templo,
racine indo-européenne qui signifie couper, qui est apparentée au grec témenos, à savoir enceinte, dérivant du temno, c'est-à-dire couper, coupure. À l'origine, templum désignait l'espace circonscrit par l'augure dans le ciel pour observer les présages. L'augure romaine marquait de son bâton en bois un espace dans l'air, un carré ou rectangle du ciel, au sein duquel il attendait que les oiseaux fissent leur apparition. D'après leur vol, leur allure et la direction, il était en mesure de donner des interprétations divinatoires différentes. Et voilà, je crois, une jolie occasion pour rappeler que le lisible précède l'écriture. Et donc, au début, le temple est coupure et fenêtre, lieu et attente, cernage d'un espace consacré à une venue temporelle. Dans le temple, on attend les signes de la relation à ce qui est autre. Cette délimitation d'une zone de ciel et ensuite de sol comme lieu sacré définit le lieu du culte, lieu consacré à la relation du sujet à l'autre. Découper, c'est à la fois délimiter et ouvrir. C'est la fenêtre, on pourrait penser, nécessaire pour aborder le réel. Une fois tracé le plan, le périmètre, on pourra se préparer aux opérations logiques d'aliénation et séparation dans le champ de l'autre. Alors, dans l'Antiquité, le temple est l'habitation du Dieu ou le lieu de son culte. On n'a pas le temps ici pour parler de l'architecture du temple selon les différentes religions et époques. Je peux juste mentionner en passant pour qu'on ait le sentiment de cette variété que, par exemple, en Mésopotamie, déjà à partir du 4e millénaire avant Jésus, il y avait deux types de structures architectoniques pour le temple, l'une similaire à la nôtre, l'autre attille. Que dans la religion hindoue bouddhiste, l'architecture du temple répond à une cosmologie très complexe, que dans le monde égyptien antique, le temple exprime toujours deux concepts différents, c'est-à-dire c'est l'habitation du Dieu, mais aussi il représente des éléments qui symbolisent le monde physique. C'est autour de la cella, comme nous savons, que le temple grec s'organise, le naos, qui est le lieu sacré par définition, qui est accessible uniquement aux prêtres, et qui est réservé au culte de la statue, etc., etc. Impossible de reprendre tous les variants. Quoi qu'il en soit, la structure architectonique du temple n'arrête de représenter une vision précise des modalités idéales de la relation à l'autre. Or, le temple de Salomon, qui, nous savons, a été acheté autour de 930 avant Jésus, était composé d'un sanctuaire central subdivisé par un vestibule comprenant un autel et une cella légèrement soulevée qui contenait l'arche de l'Alliance. Alors, on le prend comme référence parce que dans ce temple, il y a de nombreux éléments architectoniques qui reviennent dans des temples d'autres religions. Démarcation, séparation entre espace sacré et espace séculier, le portail par lequel on pénètre dans l'espace sacré, l'autel pour l'offrande de la cella. À partir du second temple de Jérusalem, toute la tradition judéo-chrétienne garde à l'intérieur même de la structure du temple cette idée d'un seuil qui sépare le lieu séculaire de le lieu sacré. Les formes de cette seuil changent, mais sa fonction, la fonction du seuil, reste.
Par exemple, ce seuil se allège comme voile, comme un tracé ou un écran, ou se rigidifie littéralement dans l'iconostase. Nous savons ce que c'est que l'iconostase, c'est cette cloison ornée d'images sacrées qui est placée entre le presbyterium et la nef, et dans certaines basiliques antiques chrétiennes et actuellement dans les églises de rite grec. Donc, on voit que cette séparation intérieure varie dans un écran léger jusqu'à devenir, dans certains cas, après la crise iconoclaste, une véritable cloison insurmontable dans les rituels sacrés russes. Alors, c'est sur cette idée de seuil que je veux m'attarder un moment à conclure. Entre autres, justement, parce que cette seuil a été l'origine de très grands conflits religieux et de solutions architectoniques différentes, et également iconographiques différentes, en évolution. Jusqu'à influencer la notion même de représentation à la Renaissance. Donc il s'agit de l'inscription à l'intérieur du lieu du culte d'une séparation entre, je dirais, une séparation aussi symbolique que réelle entre sacré